Bonjour. Alors maintenant, on continue la correction de nos TD. Il s'agira des exercices 4, 5 et 6 de la série des TD de cette année. Alors, l'exercice 4, la première question dit: l'électron d'un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental, c'est-à-dire placé sur le niveau d'énergie n égale à 1, absorbe une quantité d'énergie de 10,2 électronvolts. À quel niveau se trouve-t-il alors? C'est-à-dire que l'électron, il est sur le niveau n égale à 1. On lui a donné une quantité d'énergie de 10,2 électronvolts. Comment va-t-il se comporter? Déjà, il va l'absorber. Et puis, il transitera soit vers n égale à 2, soit vers n égale à 3, 4, 5, etc. Donc, nous avons à déterminer le niveau d'énergie final. Très bien. Alors, l'électron de l'atome d'hydrogène est initialement sur le niveau d'énergie n égale à 1, va absorber une énergie de 10,2 électronvolts pour passer à un niveau d'énergie n à déterminer. Comme c'est une absorption, on n'a pas de souci. La différence d'énergie, delta E, entre ces deux niveaux d'énergie, E initial et E final, est positive. Donc, on n'a pas de contrainte. Alors, cet électron va-t-il transiter vers N2 ou bien il va transiter vers N égale 3 ou vers N égale 4, etc. Eh bien, c'est ce que nous allons calculer. Alors, delta E, la différence d'énergie, c'est-à-dire la différence entre ces niveaux d'énergie, hein, voilà, égale à E final, toujours la même chose, E final moins E initial. E final, c'est un certain niveau d'énergie N, donc En, moins l'énergie de l'état initial, c'est-à-dire E1, est égal à l'énergie qu'on lui a donnée, 10,2 qui correspond à H nu, ou bien Hc sur lambda. Ça, c'est la différence d'énergie ici, là ou là. Et celle-là, c'est la quantité d'énergie que nous avons fournie, la quantité d'énergie lumineuse. La lumière, quantité d'énergie lumineuse qu'on a fournie à l'électron pour qu'il puisse transiter. Alors, comme il s'agit de l'hydrogène, d'abord l'expression de E, l'énergie de l'électron, on ne dit pas l'énergie de l'atome, mais l'énergie de l'électron dans l'atome est égale à EH, Z carré sur N carré pour un hydrogène vide. C'est valable aussi pour l'hydrogène, bien sûr, puisque ils contiennent tous un seul électron comme l'hydrogène. Alors, pour l'hydrogène, Z égale à 1. Donc, Z égale à 1, il nous reste En est égal à EH sur N au carré, ou bien EH multiplié par 1 sur N carré. Ce qui va donner delta E est égal à E final, moins E initial, En est égal à EH sur N carré, vu que Z égale à 1, moins EH sur 1 au carré, celui-là, 1 au carré, N au carré. Je mets EH en facteur commun, il me reste 1 sur N carré moins 1 est égal à 10,2. Cette quantité d'énergie qu'on lui a donnée. Donc 1 sur N carré moins 1 est égal à moins 10,2 sur 13,6, vu que H est égal à moins 13,6. D'accord? Moins 13,6. Le moins de ce H, je l'ai mis, enfin il est là, voilà. Il est là. Et donc, on calcule le N. Le N, tout calcul fait, est égal à 2. Faites attention aux unités. Le 10,2 est tonne électronvolt. Le 13,6 et le moins 13,6 est tonne électronvolt. Donc, tout va bien. Électronvolt se simplifie avec électronvolt. Et j'ai le N sans dimension. Il est ici. Donc, en fait, de quoi l'affaire est en gros comment se présente? Eh bien, c'est que l'électron était sur n égale à 1, on lui a donné une certaine quantité d'énergie Hc sur lambda,
Et il se trouve que cette HC sur lambda qu'on lui a donné est égale à cette différence d'énergie delta E entre le niveau n égale à 2 et le niveau n égale à 1. Très bien. Maintenant la question, cet électron est initialement placé au niveau n égale à 3, c'est-à-dire on l'a placé délibérément sur le niveau n égale à 3. Il va émettre une radiation de longueur d'onde lambda, qui est égale à 1027 angstroms, c'est-à-dire 1027 10 moins 10 mètres. À quel niveau se trouve-t-il? La question est que cet électron, on l'a placé sur n égale à 3, maintenant c'est l'inverse. Tout à l'heure, on a parlé de l'absorption, maintenant c'est l'émission. Alors, va-t-il, en fait, cette longueur d'onde, quand on dit une radiation de longueur d'onde, ça veut dire qu'il a lâché une énergie de Hc sur lambda. Avec lambda est égal à 1027, 10 moins 10 mètres. Donc ça, c'est pas une longueur d'onde qu'il a lâché, mais c'est une qu'il a émis, mais c'est une énergie, bien sûr. Voilà. Alors, on parle de lambda parce que le mouvement est ondulatoire. Alors, va-t-il revenir sur n égale à 2 en émettant une énergie Hc sur lambda, ou bien va-t-il revenir à l'état fondamental sur n égale à 1? Il va falloir donc déterminer le n final, sachant que le n initial est égal à 3. Alors, il s'agit d'une émission. L'électron sur le niveau n égale à 3 va émettre une radiation de longueur d'onde lambda 1027 angstroms pour se retrouver sur un niveau d'énergie n plus bas, n à déterminer. Donc le n final. Rappel, moi j'aime bien faire des rappels, comme ça vous évitez les erreurs. Comme c'est une émission, donc le delta E est négatif, la différence d'énergie est négative. Delta E négative. Comme lambda doit être positive, ben on prend alors la valeur absolue de delta E. C'est ce qu'on a fait ici. Valeur absolue de delta E est égale à la valeur absolue de E finalement initiale. Ne jamais travailler, ne jamais mettre directement En-3 comme étape de sécurité, parce que c'est dommage que vous ayez tout compris et que vous plantez uniquement, vous commettez une erreur uniquement sur une petite conception très facile de E final et E initial. Moi, je parle en connaissance de cause parce que les étudiants, très souvent, ils font cette erreur, surtout au début, mais à la fin, ils prennent de la maturité. Alors, donc, ça va être E final moins E initial, E final étant En, puisqu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'il va atterrir sur le n égale à 2 sur le n égale à 3, et le niveau initial, c'est le E3. Donc, En moins E3 est égal à Hc sur lambda. Toujours, nous sommes toujours dans le cas d'un atome d'hydrogène avec un Z donc égal à 1. Et ça, il me reste EH sur N carré moins EH sur Z est égal à ceci. Et je mets le moins 13,600 en commun. Cette étape pas vraiment obligatoire. Donc moins 13,6 facteur de 1 sur N carré moins 1 neuvième. Alors, pour retirer la valeur absolue, je retire le signe moins, il me reste plus 13,6 est égal à ceci. On va faire maintenant l'application numérique. Mais avant l'application numérique, vous savez que le H est donné en joules secondes, et ici le 13,6, le moins 13,6 est donné en électronvolts. Donc il va falloir homogénéiser les unités. Donc je vais transformer le moins 13,6, ce 13,6, je vais le convertir en joules. D'autant plus que je vais déterminer que j'ai ici lambda, je l'ai en mètres. Donc je suis obligé non pas de convertir le joule en électronvolts, mais l'électronvolt en joule, puisque le joule, c'est le kilogramme mètre carré seconde moins 2. Donc je le fais intervenir le mètre, nécessairement, ou automatiquement. Donc moins 13,6 électronvolts égale à moins 13,6 multiplié par 1,6 10 moins 19 joules. Ceci donc fait 1 sur n carré moins 1 sur 9 est égal à H 626 10 moins 34 multiplié par C
3, 18, sur 13, 6, 1, 6, 10, moins 19 pour le transformer en joule, multiplié par lambda en mètres. Très bien. Alors, tout calcul fait, je trouve n égale à 1. Donc, l'électron a transité de n égale à 3 vers n égale à 1, qui est donc l'état fondamental. Les autres états n égale à 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des états excités. Premier état excité, c'est n égale à 2. Deuxième état excité, n égale à 3. Vous avez une autre schématisation de cette transition sur l'atome directement. Quand je parle de niveau d'énergie, c'est comme si je disais la couche. La couche n égale à 1, au niveau d'énergie n égale à 1, pareil, n égale à 2, n égale à 3. Donc il s'agit d'une transition d'émission de n égale à 3 vers n égale à 1, à la bonne heure. L'exercice 5, eh bien, nous sommes toujours dans le cas de l'hydrogène, pour mieux assimiler donc cette théorie de Bohr. On nous dit l'électron de l'hydrogène est excité au niveau n égale à 4. Alors, il est sur le niveau n égale à 4. Combien de raies différentes peuvent-elles être émises lors du retour à l'état fondamental, c'est-à-dire à n égale à 1? Il va falloir maintenant représenter ces raies. Alors, écoutez. L'électron est sur le niveau n égale à 4. Il souhaite revenir à l'état fondamental avec une émission. Quels sont les différents chemins? Eh bien, le premier chemin, c'est qu'il pourrait transiter directement de n égale à 4 vers n égale à 1, en une seule fois. Il pourrait très bien, rien ne lui interdit, de passer de n égale à 4 vers n égale à 2. Et puis, de n égale à 2 vers n égale à 1. Il pourrait également emprunter un autre chemin, c'est de transiter de n égale à 4 vers n égale à 3, et de 3 passer directement à n égale à 1. Comme il pourrait transiter de n égale à 4 à n égale à 3, et puis faire un arrêt sur n égale à 2, et puis de n égale à 2, transiter vers n égale à 1. Mais je ne vais pas la représenter une deuxième fois, puisqu'elle existe déjà ici. Voilà. Ça me fait combien de raies de transition? Combien de raies d'émission? Les raies d'émission, ce sont des transitions. Eh bien, ça me fait 6 raies. Une raie, R-A-I-E, 6 raies, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 raies, 6 raies sont possibles. Voilà. Alors, il va falloir maintenant, on va refaire tout ça pour que vous le gardiez en tête, hein, c'est pas un problème. Deuxième question. Alors, pour chacune de ces raies de transition, c'est-à-dire de 4 vers 3, de n égale à 3 vers n égale à 2, de n égale à 2 vers n égale à 1. On vous demande de calculer l'énergie correspondante en joules de chaque transition, d'en déduire la fréquence nue et la longueur d'onde lambda, et de donner son domaine spectral et la série correspondante. Ben voilà, donc je ne sais pas où vous en êtes au niveau du cours, mais je vais vous faire quand même des petits rappels, ne vous inquiétez pas. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner le détail des calculs pour la transition d'émission 4 n égale à 4 vers n égale à 3, et vous allez faire le calcul chez vous de tous ces 3 questions ABC pour les transitions 3 vers 2 et 2 vers 1, mais je vous donne quand même les résultats que vous devez trouver. Donc ça vous fait un exercice, un petit effort à fournir. Alors, je vais vous donner donc l'exemple de calcul pour le calcul de la transition du niveau n égale à 4 vers le niveau n égale à 3. C'est-à-dire 4,3, voilà une représentation sur l'atome de 4 vers 3. Avec le temps, on va oublier cette représentation et ne garder que celle-là. Ça, c'est une échelle d'énergie. Une échelle d'énergie, ça veut dire que ça, c'est une petite énergie.
Et quand l'électron passe de 4 à 1, c'est une grande énergie. Regardez, ça c'est une échelle de 1. Voilà. Donc ça c'est plus grand que ça. Ça c'est plus petit que cette transition. Et cette transition est plus petite que cette transition. D'ailleurs, dans la représentation de ce schéma, regardez, cet écart est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là. Vous pouvez calculer, ça on l'avait en cours, calculer les niveaux d'énergie pour l'atome d'hydrogène n égale à 1 moins 13,6, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, et faire E2 moins E1, vous verrez que c'est plus grand que E3 moins E2, et E3 moins E2 sera plus grande que E4 moins E3. Faites ce calcul aussi, ça vous rendra service, et ça vous permettra de comprendre des choses. Alors, comme c'est une émission, delta E est négative, on prend sa valeur absolue. Donc, la transition 4 vers 3, 4 c'est le niveau initial et le niveau final c'est le 3. Donc, valeur absolue de delta E est égale à E final moins E initial, le E final c'est E3, E initial c'est 4, Z égale 1, donc c'est EH sur N au carré, 3 au carré, et là c'est 4 au carré. Je mets le EH je le mets en facteur commun, ça me fait 1 neuvième moins 1 16e. Le EH étant égal à moins 13,6, j'enlève la valeur absolue, il me reste le plus 13,6, 1 neuvième moins 1 16e. Tout ça c'est en électronvolts. Voilà. Alors, la valeur, je calcule la valeur de l'énergie en joules. C'est pas pour rien qu'on vous a demandé de calculer l'énergie en joules. C'est parce que nous avons à calculer la fréquence et la longueur d'onde. Et je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait appel au calcul de la fréquence nu ou de la longueur d'onde, il faut convertir l'énergie en joules. Je ne le répéterai jamais assez, parce que ça va vous rendre service. Donc c'est 13,6 multiplié par 1, 6, 10 moins 19, hein, pour le convertir en joules, et je multiplie par 1 neuvième moins 1, ça me fait 1,06 10 moins 19 joules, j'aurais répondu à la question A. Maintenant, calcul de la fréquence, B. Eh bien, nous savons que la valeur absolue de delta E, donc delta E est égal à H nu, qui est égal à H sur lambda. Nu est égal à delta E sur H, j'ai mon énergie en joules, et H, 6,626 10 moins 34, ça me fait 0,16 10 puissance 15 Hertz. Pour la longueur d'onde, comme j'ai H nu est égal à HC sur lambda, nu est égal à C sur lambda. Le voilà, nu est égal à C sur lambda, donc lambda est égal à C sur nu. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, ça me fait 3 10 puissance 8 sur la fréquence qui est égale à 0,16 10 puissance 15, et donc j'obtiens 1875 10 puissance moins 9 mètres. Pourquoi on présente toujours les résultats des longueurs d'onde en 10 moins 9? C'est parce que 10 moins 9 mètres, c'est le nanomètre, donc ça fait 1875 nanomètres. Maintenant, le domaine spectral. Le domaine spectral, on vous le donne. Hein? Bon, si vous l'avez par cœur, c'est tant mieux, mais on vous le donne. La longueur d'onde étant égale à 1875 nanomètres. Le visible, la lumière visible, elle varie de 400 à 800 nanomètres, ça vous le savez déjà. Et de 800 à 2000, cet intervalle correspond à notre valeur calculée de la longueur d'onde, 1875, donc c'est quelque part par ici. Et donc le domaine est l'infrarouge. On va revenir donc à tout ça. Voilà. Nous avons vu en cours que toutes les transitions d'émission, que ce soit de l'infini ou de n'importe quel niveau d'énergie, et qui tombent, qui atterrissent et qui finissent sur le niveau n égale à 1, c'est des séries d'émissions, et cette série d'émissions s'appelle la série de Lyman, attribuée au scientifique qui l'a déterminée. Alors, Lyman, en fait,
ces transitions, ces bandes de transition, ils sortent dans ce domaine de l'ultraviolet. D'accord? Donc entre 100 et 400 nanomètres. Si vous faites le calcul, vous verrez que toutes ces transitions, pour l'atome d'hydrogène, attention, pour l'atome d'hydrogène, toutes ces transitions ont des longueurs d'onde, ces transitions d'émission ont des longueurs d'onde comprises entre 100 et 400 nanomètres, donc c'est l'UV. Maintenant, toutes les transitions de l'infini ou de n'importe quel niveau d'énergie supérieur à n égale à 2 et qui tombent sur n égale à 2 ou dans le niveau d'énergie final n égale à 2, ça s'appelle, toute cette série, ça s'appelle la série de Balmer qui a découvert cette série. Et ce Balmer, si vous calculez les longueurs d'onde en considérant l'atome d'hydrogène, l'électron de l'atome d'hydrogène, vous verrez que toutes ces longueurs d'onde de cette transition d'émission sont contenues entre 400 et 800 nanomètres, donc c'est le visible. Celles qui tombent, les émissions qui tombent sur n égale à 3, c'est Paschen, la série de Paschen, sur n égale à 4, la série de Brackett, sur n égale à 5, c'est la série de Pfund. Et ces trois-là, si vous calculez donc les longueurs d'onde, vous verrez, d'après ce spectre d'émission, qu'ils sont comprises, longueurs d'onde entre 800 et 10 000 nanomètres, qui correspond à l'infrarouge, au domaine de l'infrarouge. Alors ici, l'infrarouge est partagé en trois parties. Le proche, le moyen ou le long. Alors, pourquoi le proche? Alors, ici, Paschen, c'est le proche, le Brackett, c'est le moyen, et le Pfund, c'est le lointain. Proche de quoi? Eh bien, proche du visible. Regardez. De cette partie-là, le proche, infrarouge proche du visible. Moyen et lointain. Lointain, loin de quoi? Du visible. Parce que, pourquoi on utilise le visible comme référence? Eh bien, c'est parce que c'est dans le visible que nos fréquences visuelles existent. Nous, on regarde, on ne voit, on ne visualise que les ondes qui sont avec nos yeux, les ondes qui sont dans ce domaine du visible. On ne voit pas l'UV, on ne voit pas l'infrarouge. D'accord? Alors, ici, la série de Paschen est dans le domaine de l'infrarouge. Paschen, c'est dans le domaine de l'infrarouge. Surtout le 1875, il est dans le domaine de l'infrarouge. Regardez, donc je repars. 1875, ici, c'est ici. C'est d'abord 1875, elle tombe dans le Paschen. Et pourquoi le Paschen aussi? Eh bien, parce que c'est une transition, regardez ici, c'est une transition de n égale 4 vers n égale à 3. Et je vous ai dit que tout ce qui est n égale à 4, tout ce qui tombe sur n égale à 3, c'est la série de Paschen. Et la série de Paschen, eh bien, c'est l'infrarouge. Alors nous venons de faire donc de répondre aux questions, à toutes les questions, aussi bien la détermination de l'énergie, la fréquence, longueur d'onde, domaine spectral et série. Pour la transition 4 vers 3, vous avez à faire le calcul pour la transition 3 vers 2 et 2 vers 1. Et si vous avez des difficultés, venez m'en parler donc à la faculté des sciences linéaires, ou bien vous en parlez à votre prof de TD. Mais je vous dis à tous et sans exception, pour toutes sections confondues, que vous pouvez venir me voir pour n'importe quelle question, bien sûr afférente à l'atomistique. Je suis à votre disposition. Alors, maintenant l'exercice 6. On vous dit la longueur d'onde maximale de l'arrêt dans la série de Balmer pour un hydrogène humide est de 73,08 nanomètres. Alors ici,
on vous parle de la série de Balmer. Donc, vous devez savoir que la série de Balmer est constituée d'une série de transitions d'émissions qui atterrissent toutes sur n égale à 2. Si vous ne savez pas que Balmer, c'est des émissions qui tombent sur n égale à 2, vous ne pouvez pas faire l'exercice. C'est pour ça qu'il est primordial d'apprendre tout ceci. Que les séries de Limaz, c'est n égale à 1, Balmer n égale à 2, Pasch n égale à 3, etc. C'est obligatoire. Et on vous demande, en fait, je suis ici dans la série de Balmer avec une longueur d'onde de 73,08 et la question est de savoir, de déterminer le numéro atomique Z de cet hydrogénoïde et en déduire sa charge N. Ok. Sauf qu'on vous donne quand même une information. On vous dit la longueur d'onde maximale. On va venir ici. Quelle est la longueur d'onde maximale ici? C'est de 3 vers 2, ou bien de 4 vers 2, de 5 vers 2, 6 vers 2, ou de l'infini vers 2. Comment déterminer ceci? Je sais que delta E est égal à HC sur lambda. Lambda maximal, comme lambda est inversement proportionnel à delta E, quand lambda est grande, delta E est petite. Et donc lambda maximal correspond à delta E minimum. D'accord? Quand lambda est grande, delta E est petite. Maintenant, je dois chercher dans cette série de Balmer quelle est la plus petite delta E. Ça, c'est une échelle d'énergie. Quelle est la plus petite énergie? Est-ce que c'est celle-là? Ça, c'est une échelle d'énergie. Celle-là, ou celle qui est plus grande, ou encore la plus grande énergie qui vient de l'infini vers n égale à 2. Vous convenez avec moi que la plus petite énergie, c'est celle qui correspond à la transition n égale à 3 vers n égale à 2. Et c'est celle qu'on va garder. Donc la longueur d'onde maximale de la série de Balmer correspond à la transition de la plus petite énergie, c'est-à-dire n égale à 3 vers n égale à 2, puisque delta E est égal à H sur lambda, ça on l'a déjà dit. Il s'agit ici d'une émission, faites attention, delta E négative. Je prends la valeur absolue de delta E. La valeur absolue de delta E, c'est toujours aussi la valeur absolue de E final moins E initial. E final, puisqu'il s'agit de la transition 3,2, E final c'est E2, et E initial c'est E3. Ici, attention, je garde le Z parce que je ne suis plus dans le cas de l'hydrogène, mais un hydrogénoïde. Donc, ça me fait EH Z carré sur 4, puisque c'est Z carré sur N carré, N égale à 2, N au carré égale à 4, moins EH Z carré sur 3 au carré, égale à 9. Et qu'est-ce que je cherche maintenant? Je cherche le Z. Vous savez, finalement, tous les exercices du modèle de Bohr, vous devez connaître juste ceci, juste cette ligne. Après, les questions sont différentes. Où on vous donne Z, on vous demande de calculer le N, ici. Où on vous demande les deux N, et on vous demande de calculer le Z. Où on vous donne Z et les N, on vous demande de calculer lambda, ou bien la fréquence. C'est tout. Toute la théorie de Bohr, au niveau du calcul, est résumée à cette ligne. Très bien. Alors, encore une fois, puisque le lambda est impliqué dans notre équation, il va falloir transformer le EH en joule. Le voilà. Donc, ici, EH est également à 13,6. Je mets la valeur absolue, il devient 13,6, le voilà. 13,6 multiplié par 1,6 moins 19 pour le convertir en joule. Je mets le Z carré en facteur commun, il me reste 1 quart moins 1 neuvième qui est égal à H, C sur lambda. Je dois, on me donne la longueur d'onde en 73,8 nanomètres, je dois l'écrire en mètres, donc je multiplie par 10 moins 9. Et je fais le calcul, je trouve Z égale à 3. Alors maintenant que vous avez le Z, vous êtes quand même censé
apprendre par cœur les 3 premières lignes du tableau périodique, mais comme nous n'avons pas encore entamé ce cours sur le tableau périodique, je vais, au moment opportun, je vais vous donner bien évidemment la technique pour les apprendre, sauf si vous les avez déjà par cœur. Alors il s'agit de l'élément qui a un Z égale 3 sur le lithium, et comme c'est un hydrogénoïde, l'hydrogénoïde doit garder un seul électron, le lithium possède 3 électrons, et donc qu'est-ce que je fais? Je lui retire 2 électrons pour qu'il devienne hydrogénoïde, et sa charge donc est égale à N plus est égal à 2 plus. Voilà. Alors, en rappelant encore une fois, un hydrogénoïde est une espèce, atome ou ion, qui possède un noyau de charge ZE et un seul électron, je l'ai mis en rouge, un seul électron, exemple, un H, l'hélium 2+, lithium 2+, beryllium 3+. Ça, c'est le Z. Attention, si vous retirez des électrons, ne touchez jamais à votre Z. Si vous touchez au Z, vous n'avez plus le même atome, ou la même espèce, ou le même élément. Très bien. Deuxième question de l'exercice 6. On vous dit que l'électron de cet hydrogénoïde, donc le lithium, Z égale à 3, est placé sur le niveau d'énergie N égale à 4. Voilà, il est déjà sur N égale à 4. En se situant dans les conditions de la théorie de Bohr, c'est-à-dire en utilisant tout simplement la théorie de Bohr ou le modèle de Bohr, déterminer le rayon de l'orbite décrite par cet électron. Le rayon. Ben, selon la théorie de Bohr, R est égal à 0 n carré sur Z, ça on l'a vu en cours. A0 est égal à 0,53 10 moins 10 mètres, qu'on appelle aussi le rayon de Bohr, qui correspond au rayon de l'électron dans l'atome d'hydrogène quand l'électron est placé sur N égale à 1. Alors ici, dans notre cas, l'électron est sur le niveau N égale à 4, et Z, puisque c'est le lithium, égale à 3. Donc R est égal à A0, 0,53 10 moins 10, N égale à 4 au carré égale 16, Z égale à 3, il est ici. Et on trouve R égale 2,83 10 moins 10 mètres. Faites attention, le rayon est de l'ordre de l'angstrom, 10 moins 10 mètres. Si vous trouvez R égale à 2 mètres, vous avez un problème. Parce que, à ma connaissance, je ne connais pas en tout cas sur Terre, je ne connais pas d'atome. Je ne connais pas d'atome un atome de rayon 2 mètres. Là, vous devez avoir des problèmes. Hein. Donc, si vous calculez, je vous conseille, après avoir calculé une grandeur, quelle que soit sa nature, regardez bien la valeur que vous trouvez. Et regardez, faites une petite évaluation de la valeur, s'il est convenable ou pas, s'il n'est pas aberrante. Voilà, ça c'est le réflexe que vous devez avoir en tant que scientifique. Alors A0, je répète encore une fois, correspond au rayon de l'atome d'hydrogène quand l'électron est placé à l'état fondamental, Z égale à 1, N égale à 1, R est égal à 0, N carré sur Z, N égale à 1, ça fait 1 au carré égale à 1, Z égale à 1, et je trouve le A0, c'est pour ça qu'on l'appelle rayon de Bohr. Donc rayon de Bohr, on l'appelle Bohr parce que c'est Bohr qui l'a trouvé tout simplement. Troisième question. On vous demande tout simplement d'en déduire la vitesse. À chaque fois que vous avez le rayon et qu'on vous demande de déduire la vitesse, pensez au troisième postulat de Bohr qui est la quantification du moment cinétique. MVR est égal à NH sur 2pi. Le moment cinétique J s'écrit MVR dans le repère classique, dans le domaine classique, en physique classique et en quantique. Il s'écrit comme un multiple de H sur 2pi et le multiple c'est le multiple de N. Donc avec le multiple c'est N et N c'est tout simplement le niveau d'énergie, N égale à 1, N égale à 2, 3, etc. N appartient à N étoile. Encore autre chose. À chaque fois que dans une formule, vous voyez le H, sachez que vous êtes dans un domaine quantique. Sachez que vous êtes dans la physique quantique ou la mécanique quantique. Donc la vitesse, j'en sors la vitesse qui est égale à NH sur 2PMR. Je remplace tout ça par sa valeur et j'obtiens une vitesse, encore une fois, de l'ordre de 10 puissance 6. 1 637, 10 puissance 6. Le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 de l'angstrom. La vitesse est de l'ordre de 10 puissance 6.
Si vous trouvez une vitesse de 10 puissance 9 ou 10 puissance 10, sachez que ça ne va pas parce que vous avez trouvé une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et ici, ce n'est pas la lumière, c'est juste un électron. Et sa vitesse doit être de l'ordre de 10 puissance 6. Si vous trouvez des choses aberrantes de 10 puissance 2, 10 puissance 3, à des conditions normales, d'accord, ben, sachez qu'il y a un problème. Alors, l'électron revient à l'état fondamental en émettant des radiations lumineuses. Quelle est la transition électronique qui donne l'arrêt ayant la plus petite longueur d'onde? L'électron est sur n égale à 4. Nous avons vu déjà qu'il y a 6 possibilités. 6 raies. Pas 6 possibilités, mais 6 raies. Alors, les raies sont celles-là. On vous demande la raie la plus petite longueur d'onde. La raie ayant la plus petite longueur d'onde. Alors, surtout, ne me dites pas que c'est celle-là la plus petite. Non, celle-là, c'est la plus petite en énergie. Et celle-là, c'est la plus grande en énergie. D'accord. Alors, la plus petite longueur d'onde, puisque delta E est égal à h sur lambda, la plus petite longueur d'onde correspond à la plus grande énergie. Ça, c'est une échelle d'énergie. Où est-ce que vous voyez la transition la plus grande? Eh bien, c'est celle-là. C'est celle qui transite de n égale à 4 vers n égale à 1. C'est ça la transition la plus énergétique. Voilà, alors la plus petite longueur d'onde correspond à la plus grande énergie. La transition d'émission de n égale à 4 vers n égale à 1 est la plus énergétique, donc correspond à l'arrêt de la plus petite longueur d'onde. Très bien. Grande énergie, petite longueur d'onde. Petite énergie, grande longueur d'onde. À la bonne heure. 5e question. On vous demande de déterminer la valeur de l'énergie correspondante. Eh bien, quelle transition? Eh bien, il s'agit de la transition d'émission de n égale à 4 vers l'état fondamental, c'est-à-dire n égale à 1. Donc, émission, valeur absolue, E finalement E initial, valeur finale E4, E1, pardon, initial E4, donc E1 moins E4 est égal à EH, Z carré sur N carré, 1 au carré, Z carré sur N au carré, le N égale à 4, 4 au carré, donc ça fait EH multiplié par 9 sur 1 moins EH 9 sur 16. Le EH étant égal ici à moins 13,6, j'enlève, je le mets en facteur commun et j'enlève la valeur absolue. Donc le moins, il disparaît, il me reste 13,6 multiplié par 9, moins 9 sur 16, et j'obtiens une valeur d'énergie de 114,75 électronvolts. En déduire la fréquence. La fréquence, c'est l'état E est égal à h nu, c'est très simple. Nu est égal à la valeur absolue de sur h, mais la valeur en électronvolts, je dois la convertir en joules. Voilà, j'en ai assez dit, assez répété. Voilà, alors ça me fait donc delta E sur H, ça me fait 2,77 10 puissance 16 Hertz. Donc c'est quand même fréquence de l'électron. À chaque fois que l'on fait intervenir la longueur d'onde lambda ou la fréquence nue, il faut convertir l'énergie de l'électron. J'insiste parce que ça c'est une grande source d'erreur. Maintenant, on vous demande de calculer l'énergie correspondante à l'ionisation de cet hydrogénoïde à partir de son premier état excité. Alors, quel est le premier état excité? L'état fondamental, c'est n égale à 1, et le premier état excité, c'est n égale à 2. Deuxième état excité, n égale à 3. Troisième état excité, n égale à 4, etc. Donc, l'électron est placé sur n égale à 2 et on voudrait l'ioniser. L'ioniser, ça veut dire extraire l'électron, c'est-à-dire retirer l'électron, arracher l'électron, enlever l'électron. Cet électron doit quitter l'atome. Il était placé sur n égale à 2. Et il doit quitter l'atome. S'il quitte l'atome, il part vers l'infini. C'est aussi simple que ça.
Alors, le premier état excité n égale à 2, l'ionisation de l'hydrogène à partir de n égale à 2, eh ben, correspond à la transition de l'électron du niveau d'énergie n égale à 2 vers l'infini, c'est-à-dire que l'électron quitte l'hydrogène vide. C'est une absorption, transition n2 vers l'infini, l'énergie d'ionisation E est égale à delta E, E final moins E initial. E final, c'est qu'elle est partie à l'infini, donc E infini. Moins E initial, elle était sur le niveau n égale à 2. Pourquoi E final maintenant est égal à 0? Eh bien, puisque l'électron est à l'infini, il ne peut pas avoir une énergie. Il ne peut pas avoir une énergie dans l'atome. Il n'est pas dans l'atome. Ce noyau n'exerce plus de force sur cet électron. Sachant que la force exercée par la charge positive du noyau sur l'électron est égale à la charge du noyau multipliée par la charge de l'électron sur 4 pi epsilon 0 r carré. Le rayon est en bas et au dénominateur. Le rayon est égal à l'infini, puisque l'électron est parti à l'infini. 1 sur l'infini est égal à 0. Voilà. Voilà mathématiquement et physiquement. Physiquement, c'est que l'électron n'est plus dans l'atome, donc il n'a pas d'énergie dans l'atome. Voilà, c'est tout. Il est absent, il n'est pas concerné. L'atome n'est plus concerné par cet électron. Il me reste moins EH z carré sur n carré. Donc, z égale à 3, 3 au carré, n égale à 2, 2 au carré, le EH est égal à moins 13,6, avec son moins, ça devient plus 13,6, et on trouve une énergie d'ionisation de 30,6 électronvolts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'électron de l'hydrogénoïde et les 2+, a absorbé une énergie de 30,6 électronvolts pour quitter l'hydrogénoïde. Il est parti à l'infini. Une ionisation, c'est quand l'électron disparaît complètement. Donc maintenant, nous avons, déjà que Li2+, il lui restait, en tant qu'hydrogénoïde, il lui restait un seul électron, mais maintenant, nous obtenons l'espèce Li3+. Ça veut dire que le lithium, il a perdu tous ses électrons. Maintenant, il est vide d'électrons. Li a perdu ses 3 électrons. Et sur cette base-là, on va poser une question. Alors, on va dire quel est le nombre de raies d'émission possibles lors du retour de l'électron du niveau n égale à 4 vers l'état fondamental. Et on va représenter ces transitions. Ça, c'est une question que nous avons vue et qu'on répète. Et ça ne peut que faire du bien. Donc, ce sont 6 raies possibles. Voilà. Et maintenant, la question suivante est l'hydrogénoïde ionisé, c'est-à-dire Li3+, entre en contact avec un électron qui se déplace à la vitesse de 2,186 puissance 6, en considérant que l'énergie de l'électron est conservée avec sa fixation par l'ion, déterminer le niveau d'énergie N qui sera occupé par cet électron. Je vous explique. Nous avons Li3+. Il est là. Il est vide d'électrons. Nous avons cet électron qui se balade. Alors, il bouge tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vers le Li+. Il se balade, il passe à côté de Li+. Le Li+, bien sûr, il va l'attirer vers lui, puisqu'il est vide d'électrons et qu'il a un noyau chargé positivement. Regardez ce qui se passe. Cet électron, il se déplace avec une énergie cinétique EC. Là, voilà, il se déplace, il va vers le Li3+. Alors, l'hydrogène, Li2+, ionisé devient Li3+, reçoit un électron en mouvement. C'est celui-là qui était en mouvement, il le reçoit. Sauf que cet électron, il se déplace avec une énergie cinétique C, puisqu'il déplace avec une vitesse, donc il a une énergie cinétique. Donc, il porte en lui cette énergie cinétique, portant une énergie correspondant à son énergie cinétique EC. Alors, la question est la suivante. Le Li2+, il a bien sûr des niveaux d'énergie. L'électron de il a des niveaux d'énergie, n égale à 1, n égale à 2, 3, 4, 5, 6. La question est que cet électron qui s'est déplacé comme ceci, où est-ce qu'il va se mettre? Est-ce qu'il va se mettre sur n égale à 1, ou n égale à 2, ou n égale à 3? Eh bien, le niveau sur lequel il va se mettre va dépendre de l'énergie qu'il porte lui-même. Et cette énergie qu'il porte lui-même, il est égal
à son énergie cinétique. On va la calculer alors, cette énergie cinétique. Et donc ça me fait énergie cinétique est égale à 2 mv carré. La vitesse, je l'ai ici, est égale à 1,5 de m. La masse de l'électron, c'est 909 10-31 kg, multiplié par sa vitesse, qui est donc une donnée, et j'obtiens 2,1764 10-18 joules. Bien sûr, la vitesse de l'énergie que j'obtiens, je vais l'obtenir en joules, puisque j'ai utilisé ici la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres carrés seconde moins 2. Et je vous ai dit tout à l'heure que le joule, c'est le kilogramme mètre carré seconde moins 2. C'est pour ça que j'ai mis un joule ici, que je convertis en divisant par 1,6 10-19 et que je trouve 13,6 électronvolts. Donc le 13,6 électronvolts, c'est l'énergie portée par cet électron et qui s'est placé dans le l'ion Li3+, pour devenir Li2+. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'électron vient de l'extérieur de l'atome, donc de l'infini. État initial, E infini, vers un niveau d'énergie N. N vers un niveau d'énergie de l'électron dans l'atome, dans l'ion, il est de plus. Pour laquelle la valeur de cette énergie est égale à la valeur de N, donc ce niveau d'énergie sur lequel va se placer cet électron, égale à l'énergie portée par l'électron. Donc N dépend alors de l'énergie de l'électron. On va calculer ce N. Donc finalement, en gros, l'électron était à l'infini, état initial, il va se mettre sur un niveau d'énergie En, état final. Toujours la même chose. Dans Bohr, la théorie de Bohr, delta E est égal à E final moins E initial. E final c'est En. E final, pardon, c'est EL, là j'ai inversé le truc, c'est En. Moins E initial, c'est E infini. D'accord? Donc ça, je l'enlève. Donc ça me fait En. Là, c'est une erreur. Et E final, c'est En. Et non E infini. Ouais. E final, c'est En. Donc, faites comme si ces deux termes n'existaient pas. Donc, E final moins E initial, c'est En moins E infini. E infini est égal à 0, donc est égal à En. Ça me fait donc En est égal à EH Z carré sur N carré. Je suis en train de chercher le N. Je remplace EH par sa valeur qui est égale à moins 13,6. Et quand j'enlève la valeur absolue, ça me donne 13,6. Très bien. Le 13,6 multiplié par 9 sur N carré est égal à cette énergie. D'accord? Parce que le delta E qui est égal à E final moins initial, est égal à l'énergie portée par l'électron. C'est le 13,6, c'est-à-dire cette valeur-là que j'ai calculée, 13,6. Ça me fait alors N, une fois tout calcul fait, regardez, je simplifie 13,6, 13,6, il me reste 9 sur N carré égale à 1, donc 9 est égal à N carré, N égale à 3. Et les 3 plus reçoit l'électron sur le niveau d'énergie N égale à 3 et devient Li2 plus. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou sur la plateforme eCampus de notre faculté des sciences Mlalia de Marrakech, ou bien venez me voir soit en amphi, soit en salle TD, soit dans mon bureau, et je m'adresse bien sûr aux étudiants de notre université, que ce soit un étudiant de la faculté des sciences Mlalia ou de n'importe quelle autre faculté ou école des sciences. Merci infiniment.